Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Hier soir vers 20h30, un jeune homme de 22 ans a été tué par un CRS avec son arme de service dans le quartier du Breil à Nantes après qu'il a refusé d'obtempérer et qu'il a percuté un fonctionnaire de police avec son véhicule. On va en parler assez longuement dans cette émission avec Yves Lefebvre. Vous êtes secrétaire général de l'unité SGP Police FO. C'est le syndicat général de la police, hein. C'est bien cela. Et vous avez pu avoir des informations, des renseignements et vous nous direz ce qu'il en est sur le terrain de Nantes. Bonjour Philippe Bilger, vous ête magistrat honoraire, je le rappelle. Vous pourrez également intervenir sur cette affaire comme sur l'affaire Redouane. Faïd Redouane qui s'est échappé d'une prison ce week-end. Gérard Leclerc est avec nous. Émilie Zapalski, j'aurais pu commencer par vous, c'eût été plus courtois. Vous êtes fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil, bienvenue. Patrick Chenet qui vient en deuxième semaine, vous étiez venu il y a quelques jours. Votre film sort le 11 juillet. Oui, je reviendrai la semaine prochaine, le 11. Moi et le Tché, ça sortira le 11 juillet. Alors je ne sais pas s'il faut souhaiter que l'équipe de France aille loin et qu'elle soit en finale de Coupe du Monde, parce que pour le cinéma, c'est pas terrible. Ça fait rien, on s'en fout. Non, oui. Grand amateur ça va de pas foot. avoir une grande incidence, je pense, sur le. Je crois pas. Grand amateur je sais de qu'en foot. 98, je jouais au théâtre au mois de juin. Oui. Et les salles n'ont jamais été aussi pleines, donc je pense que c'est pas le même public. Grand amateur de foot, évidemment. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous aviez vu tous les matchs. Est-ce que depuis, vous les avez tous vus? J'en ai raté 3. Ah. J'ai essayé de les rattraper parce que j'enregistre, mais je n'y suis pas arrivé. Vous enregistrez. Ça n'existe plus l'enregistrement, hein? Si. Si, puisque j'enregistre. Mais, de manière numérique, alors, ouais, je sais pas comment manière on numérique, d'ailleurs. oui, c'est pas dans le magnétoscope, si c'est ça que vous voulez dire. Non, il y a marqué enregistrement, programmé, l'heure, etc. Bon, j'aurais aimé effectivement que l'actualité soit plus légère ce matin et elle ne l'est et malheureusement pas. On va revenir sur les conditions dramatiques de cette nuit avec des témoignages qui sont d'ailleurs contradictoires. On va tout de suite écouter Jean-Christophe Bertrand qui est le directeur départemental de la sécurité publique et qui racontait cette nuit à Michael Chailloux les conditions dans lesquelles ce jeune homme est décédé. On lui demande de garer son véhicule, puis de suivre les CRS pour être ramené vers l'hôtel de police. Et à ce moment-là, le conducteur entreprend une marche arrière pour se soustraire au contrôle et percute un fonctionnaire CRS. Et à ce moment-là, un de ses collègues qui est en sécurisation du contrôle fait feu avec son arme individuelle en direction du véhicule. Malheureusement, c'est le chauffeur qui est touché. Les éléments qui sont en ma possession indiquent qu'il fallait entreprendre des vérifications approfondies sur l'individu, car manifestement, il y avait un problème sur l'identité qu'il avait fournie. Et quand je parlais de témoignages contradictoires, ça c'était donc le directeur départemental de la sécurité publique. Écoutez 2 témoins qui ont été interrogés par Michael Chailloux. Lors de la marche arrière, il n'y avait aucun policier derrière. Ils étaient tous devant le véhicule. Ils ont tiré une première fois, puis j'ai entendu je crois, 1 ou 2 coups de feu, mais ce qui est sûr, il n'y a eu plus d'1 coup de feu. Je me suis dit, c'est un contrôle de routine. En sortant de chez moi, je suis monté dans ma voiture, jamais je me serais dit que dans la minute qui suit, il allait avoir un mort. On lui a demandé de se garer, il était là, il voulait faire un marche arrière. Du coup, directement, le policier, il lui a tiré dessus. Franchement, je suis traumatisée et tout. En plus, ils ont lancé des gaz et tout. Moi, ma fille, elle a que 2 mois et tout. Elle ne fait que tousser et tout. Yves Lefebvre a été évidemment extrêmement prudent ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'unité SGP Police qui frappe évidemment ces 2 témoignages. Lundi, il n'y avait personne derrière la voiture lorsque la voiture a reculé. Moi, bien évidemment, j'ai une version tout à fait contraire à ça. Il faut reprendre la chronologie des faits. On a un équipage, un fourgon de CRS, équipé de 5 à 6 collègues. Ils sont patrouilles de sécurisation dans ce quartier bien particulier. Vous connaissez bien Pascal par rapport à Nantes. Qui est le quartier du Breil, qui est à proximité de la ville, qui est évidemment pas un ghetto. Qui n'est pas un ghetto, mais qui avait un tentative d'homicide ou un homicide a eu lieu il y a quelques jours, ce qui explique la présence constante des CRS en mission de sécurisation, comme dans la périphérie, dans les quartiers plus ou moins chauds, si vous me permettez l'expression, des grandes villes provinciales. C'est fréquent d'ailleurs un fourgon de CRS, et généralement plus les policiers qui patrouillent. Non, pourquoi? Parce que vous savez, à Nantes, on a un gros problème d'effectifs. On a le mouvement des mutations qui va tomber. Nantes fait partie des villes ciblées par Gérard Collomb pour la police de sécurité du quotidien. In fine, on va nous apporter 20 policiers de plus à Nantes. Que voulez-vous qu'on fasse avec 20 policiers, vu je dirais la densification de la périphérie nantaise, c'est impossible à gérer. Donc là, en l'occurrence, mes collègues procèdent à un contrôle du conducteur de ce véhicule et les données qu'ils sont apportées par ce conducteur sont très floues. Il n'a pas de pièce d'identité et manifestement,
Son véhicule et lui-même correspondent à une fiche de recherche pour un individu recherché par les policiers plutôt de la région parisienne pour trafic de stupéfiants, mais également pour des faits de droit commun. Donc devant je dirais l'incertitude, il est demandé aux policiers CRS, à mes collègues CRS, de ramener la personne, le supposé mis en cause, vers les services de police de Nantes. Et là, c'est à ce moment-là que l'individu enclenche la marche arrière, vient percuter un policier, mais pire qu'un policier. On a des gamins à côté, dont une gamine avec un vélo, qui sont, je dirais, extraits de la zone de potentialité de risque par les policiers. Ils ont été touchés Non, les gamins n'ont pas été touchés. Par contre, mon collègue CRS est touché. Il a écarté les gamins assez violemment, mais avec un excellent réflexe. Et à ce moment-là, mon autre collègue qui est en positionnement de contrôle normal, tel qu'il est enseigné dans les écoles de police, mais également dans les formations continues, même si cette formation continue est trop largement insuffisante. Mais le collègue à côté, on est dans l'état de légitime défense. Pourquoi ? Le CRS a été touché, vous le dites. Le CRS a été touché, il a été légèrement percuté. Il a été percuté au genou. Il a été percuté au genou. Tout ça est constaté. Bien sûr, tout ça est constaté. Tout ça est constaté. Et on a un autre collègue, mais là on est a posteriori, un autre collègue de la brigade anticriminalité de Nantes, qui a été également légèrement ou un tant soit peu blessé cette nuit dans les affrontements. Donc le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, il est peut-être de bonne foi. Oui, il peut être de bonne foi. Ou pas, je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui m'interpelle, M. Gros, dans le témoignage quand même, c'est que la personne dit on est sur un... J'entends 2 coups de feu et je me dis nous sommes dans un contrôle de routine. Comme si à chaque contrôle d'identité, à Nantes comme ailleurs, ça se terminait par des coups de feu. Fort heureusement que non. Donc vous voyez, on est quand même dans de la subjectivité. Maintenant, il y a une enquête. Moi, je suis convaincu que l'enquête déterminera la légitime défense, mais laissons faire pour le moment les enquêteurs. Le jeune homme qui est à bord du véhicule, il n'est jamais descendu de son véhicule pendant ou l'interpellation pendant qu'il... Manifestement non. Manifestement non. Il n'a pas. C'est l'usage là aussi qu'il ne sorte pas. Ah oui, non, mais tout à fait. Il est sur un contrôle d'identité. On procède pas. Il n'est pas. Je dirais pour le moment, il n'est pas en phase de rébellion. On procède à un simple contrôle d'identité. Bien évidemment, les mains du conducteur doivent être visibles, mais on n'est pas non plus. On ne veut pas tomber dans un climat anxiogène. Le climat anxiogène dans ce genre de contrôle, c'est d'extraire le conducteur ou les passagers, main sur le capot, main sur le toit, palpation, voire menottage. Là, mes collègues ont été, je dirais, très calmes, très posés, très professionnels, pour pas peut-être susciter de réactions externes. Donc, la voiture recule, le CRS fait usage de son arme. Oui. C'est l'usage dans ces cas-là. Il y a des sommations avant. Non. Pourquoi ? Parce que faisons un distinguo entre depuis maintenant quelques années, François Hollande a élargi le champ d'application de la légitime défense. Bon, à l'époque, j'avais dit que c'était une vaste usine à gaz et je n'ai pas beaucoup revu mon positionnement là-dessus. On a la possibilité aujourd'hui, un individu ou des individus prennent la fuite en tentant de porter atteinte à l'intégrité physique de tiers. Sommation, à l'instar de ce que faisaient les gendarmes depuis la nuit des temps, sommation, ouverture du feu potentiel possible. On n'est pas dans ce cas de figure hier en soir. Dans ce cas de figure, on est dans la règle basique de la légitime défense, la simultanéité et la proportionnalité. Pourquoi simultanéité ? Parce que le véhicule, et c'est pas monsieur le magistrat qui me dira le contraire, le véhicule devient par définition une arme par destination. Donc là, il y a une tentative par cette arme de destination d'atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Un embrasement, bien évidemment. Vous savez, ce genre de témoignages aussi ne sont pas faits pour calmer, bien évidemment. Cet embrasement, on est dans une période qui s'y prête. Il fait beau. Ce sont des quartiers où malheureusement on a trop de gens désœuvrés. C'est un fait économique. On va faire attention aux généralités. Oui, mais... Et quand je disais que forcément il y avait de la prudence sur une affaire dont on ne connaît pas tous les éléments, on va... Mais là, on est quand même dans une phase d'embrasement, parce que derrière, on a Malakoff, on a 2 autres quartiers, dont Malakoff qui s'embrasent. On a un supermarché qui est embrasé, on a un mairie de Malakoff. Mais ça, ce sont les faits. Mais lorsque vous disiez des gens désœuvrés, par définition, je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Mais si, malheureusement, si. Permettez-moi d'arriver un peu aux contradictions, si, parce que malheureusement, dans ces quartiers, c'est pas un fait de la police, c'est pas un fait des journalistes, c'est un fait des politiques. Les politiques ont fait en sorte que nous ayons des zones de non-droit, avec aujourd'hui, et on va remonter là au début des années 60, où on a malheureusement tout fait pour, je dirais,
ghettoiser ces quartiers, quels qu'ils soient. C'est pas un ghetto, le Breil. Moi, je connais. C'est pas un ghetto. Il se trouve que je connais par hasard. Hein. Oui. C'est ce qu'on appelle le quartier du Breil-Malville, Janice, qui est à 2 km, et demi du centre-ville de Nantes. Et c'est un quartier qui a été extrêmement rénové. Oui, mais n'empêche, vous avez en région parisienne, comme en région nantaise, comme en région bordelaise ou marseillaise, vous avez des quartiers qui ont été rénovés. Mais pour autant, est-ce qu'on a à un moment donné remis les services publics de l'État dans ces quartiers? Vous savez, je disais tout à l'heure, 20 policiers de plus, alors qu'il en faudra au moins 100 à Nantes. On manque de policiers. En tout cas, la question, elle reste là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que là, il était 20h30. Oui, embrasement. Mais les fonctionnaires, les CRS sont restés sur place. Oui, les CRS sont restés sur place. C'est un fait que je dénonce. Les collègues, la compagnie, ou du moins les effectifs, une partie des effectifs de la compagnie, auraient dû être relevés. Ce ne fut pas le cas. Ils ont assuré le service d'ordre toute la nuit. La personne, elle a été mise en cellule psychologique, d'assistance et d'aide psychologique fort légitimement. Et ensuite, il y a le suivi de l'enquête qui se porte par rapport aux faits avérés. Mais mes collègues sont restés sur le terrain et ont été relevés par des collègues gendarmes mobiles à 5h du matin. Donc là, on a des jeunes qui sont descendus cagoulés, porteurs de cocktails Molotov. Donc vous savez, un cocktail Molotov, on le fait pas, on le confectionne pas en 2 minutes quand même. Donc vous voyez, quand je veux dire que... Non, mais on voit les images d'ailleurs, il y a une très grande violence et on va être avec Michael Chailloux dans une seconde qui va nous expliquer. On a vu aussi qu'on a des habitants de ces quartiers qui ont été pris à partie dans la nuit. Parce que ces habitants ont voulu légitimement préserver leurs biens, notamment les biens automobiles, et ont été également, eux, attaqués. Maintenant, espérons qu'on va en rester là. C'est déjà largement et malheureusement suffisant. Vous êtes avec nous évidemment ce matin. Michael Chailloux est en direct de Nantes. Michael, vous êtes sur place, vous êtes précisément là où a eu lieu ce drame hier soir? Oui, tout à fait. Je suis en face cette allée chrétien où a eu lieu le drame. Alors, qu'est-ce qu'on voit ce matin? On voit des poubelles jonchées un peu partout au pied de ces immeubles. Et puis, on voit cette allée que la voiture en question a dévalée en marche arrière avant d'atterrir dans le mur de clôture d'une maison qui est en face cette rue, un mur de clôture complètement à terre, et on voit même des traces de sang sur certains parpaings qui sont là, des gants d'infirmiers. En fait, on imagine très bien l'intervention des pompiers qui a eu lieu après ce coup de feu, et malheureusement le jeune homme n'a pas pu être ranimé avant son arrivée au CHU de Nantes. Vous voyez à l'instant que vous avez tourné ce matin, Michael. Ce sont des images précisément là où s'est déroulé ce drame hier soir à 20h30. Est-ce que vous diriez que la situation ce matin est sous contrôle, Michael Chailloux? Ah oui, c'est sûr, là ce matin la situation, le calme est revenu en tout cas dans les 3 quartiers concernés. Je dirais même qu'à partir de 3h du matin, j'étais sur place, c'était assez calme, si ce n'est l'intervention des pompiers, notamment dans le quartier des Dervalières, pour un incendie sur la mairie annexe de ce quartier et quelques commerces qui jouxtent cette mairie annexe. Donc les pompiers, eux, sont restés sur place toute la nuit avec évidemment des forces de police en nombre, que ce soit des CRS ou des gendarmes mobiles qui continuent à patrouiller dans le quartier. Et puis ce matin, on a vu sortir les habitants de ce quartier, souvent abasourdis par ce spectacle qu'ils voyaient au pied de leur domicile. Nantais connaissent évidemment le quartier du Breil, comme ils connaissent le quartier des Dervalières, qui existe depuis les années 60. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas des ghettos. Est-ce que vous validez ce que je pouvais dire il y a quelques minutes? Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que on ne peut pas parler de ghetto puisque on voit dans ces quartiers beaucoup de commerces de proximité. On voit encore des services publics, même si là, c'est vrai, il faut le dire, certains ont été attaqués. Je vous parlais de la mairie annexe des Dervalières. Il y a juste en face une petite bibliothèque aussi qui a été une bibliothèque municipale qui a aussi été la cible cette nuit, j'imagine, de cocktails Molotov. Mais en effet, ce sont des quartiers qui sont assez insérés, j'ai envie de dire, dans la ville. On n'est pas du tout à l'extérieur, on est tout près du centre-ville et il s'y déroule une vie assez classique, j'ai envie de dire. Alors après, que se passe-t-il réellement? Évidemment, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais il y a quand même, on le sait aussi,
des rivalités, je crois que votre invité en parlait tout à l'heure, des rivalités assez récurrentes entre ces quartiers et les policiers. Les syndicats de police, notamment locaux, ont exprimé cette dernière semaine leur crainte de nouveaux affrontements entre ces quartiers. La crainte qu'il y ait aussi un décès. Évidemment, ils n'avaient pas pensé que ce serait le tir d'un policier qui pourrait être à l'origine de ce décès. Merci Mickaël Chailloux en direct de Nantes. Est-ce que vous avez des éléments sur la personnalité de la personne qui est décédée cette nuit ? Je n'ai pas son identité, du moins pas pour l'instant, bien évidemment. C'était une personne qui faisait l'objet d'une fiche de recherche. Pour, là, en l'occurrence, le véhicule était manifestement sous surveillance pour un trafic de stupes. Et en plus, il était recherché, il a une fiche de recherche pour des faits de droit commun. Est-ce que vous souhaitez réagir, Philippe Bilger, ou poser des questions ou des interrogations ce matin ? On a le temps. Ah ben bien sûr, on a... Alors, il y a l'enquête, évidemment. Là, je n'ai rien à en dire. Il y a la mort de jeune homme, c'est une détresse pour sa famille. Mais pour le reste, pardon d'être un peu provocateur, je trouve que je suis étonné qu'on consacre du temps à ce qui malheureusement est une tragique banalité. Je veux dire, parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans ces 3 quartiers de Nantes que je ne connais pas, ça ressemble à de multiples épisodes tragiques qui sont toujours menés sur le même mode. C'est-à-dire dans des cités, dans des quartiers, on a un contrôle qui est effectué, on y résiste, on s'oppose, éventuellement on menace la police qui est obligée de tirer, ensuite on a des témoignages que pour ma part peut-être en étant très partial, j'imagine déjà complètement faux. Et on constate surtout à chaque fois que dans ces quartiers, la loi est une menace au lieu d'être une garantie. On ne la respecte pas. La police est déjà un petit peu présumée coupable. Et je suis persuadé... C'est un édito politique. Non, mais bien sûr, mais parce qu'à chaque fois, c'est pareil. C'est pas, quand vous dites banal, c'est pas banal qu'un jeune homme de 22 ans soit tué par un policier. Et heureusement, j'ai parlé de détresse singulière pour lui, mais la structure elle-même, on la retrouve à chaque fois. Et je suis persuadé que l'autorité politique, avec beaucoup de lâcheté, dans quelques instants ou demain ou après-demain, viendra dire, mais c'est évident. Alors, je vais vous faire écouter justement le témoignage de la maire de Nantes, parce que justement, il y a une petite musique comme un sous-texte derrière ce qu'elle dit, et vous allez me dire comment vous interprétez son témoignage, et bien évidemment, que ce soit Gérard Leclerc, Émilie Zapadevski et Patrick Chenet, vous pouvez réagir sur ce qui s'est passé hier soir à Nantes. Écoutons Johanna Roland. L'urgence, c'est l'appel au calme. Mes premières pensées vont à ce jeune homme mort sur le quartier du Breil ce soir, à sa famille, à tous les habitants de ce quartier et de nos quartiers. La police puis la justice, dans son indépendance, devra faire toute la clarté et la plus totale des transparences sur ce qui s'est passé. Mais, Philippe Bilger. Mais je ne peux qu'être d'accord avec cette phrase, simplement au risque d'apparaître un peu sec, inhumain. Je n'oublie pas que malgré la tragédie dont ce jeune homme a été victime, mon Dieu, il y a le moyen d'être un citoyen honnête dans des quartiers, dans des cités, et d'accepter le contrôle de police. Et s'il ne l'accepte pas, c'est précisément parce qu'il est en faute. Patrick Chenet. Non, mais je ne sais pas, je ne veux pas savoir s'il y a légitime... Enfin, je voudrais savoir s'il y a légitime défense ou pas, ça c'est l'enquête. Mais simplement, j'ai la sensation comme ça que quand même, la gâchette a été facile, quoi. On parle souvent d'insécurité des policiers dans les quartiers difficiles, ce qui est totalement légitime, et pour qu'ils sortent leur truc et qu'ils tirent, on ne voit pas ça. Je ne crois pas, enfin en tout cas, je n'en ai pas eu écho. Et là, ils étaient plusieurs, pour un contrôle d'un type un peu flou, un peu compliqué, sûrement, un peu pas net. Je veux dire, il y a eu un tir, on le flingue quand même. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu légitime défense, ça c'est à l'enquête de déterminer, je ne veux pas là-dessus. Mais est-ce que vous entendez ce que dit Patrick Chenet, parce qu'effectivement, alors on n'était pas sur place, et je le répète, il faut être d'une grande prudence, mais il y a un enfant, un jeune homme qui est mort de 22 ans, et effectivement, l'argument de Patrick Chenet, il y a 4 ou 5 personnes qui sont là. Moi je vous ai dit par exemple, pourquoi il n'est pas sorti de la voiture, pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'un contrôle traditionnel, je dirais. Alors, ne perdons pas de vue non plus, certes,
je suis comme tout le monde ici, et j'ose espérer comme l'intégralité de nos concitoyens. Par exemple, est-ce qu'on sait s'il avait une arme, ce jeune homme? Non, c'est pas, a priori, il n'était pas armé, mais laissons faire l'enquête derrière pour le moment. Mais en tout état de cause, on est dans un contrôle aujourd'hui. Il y avait la police d'hier, et il y a la police d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut particulièrement appréhender. La police d'hier, où il y avait le respect de l'institution policière, la crainte du policier, il n'y avait pas cette forme de défiance. Une défiance était parfois verbale, mais absolument pas physique. On a franchi un cap malheureux aujourd'hui, où on est à la fois dans une configuration de gestion de violence urbaine, de droit commun. Là, on est sur une fiche de recherche de droit commun, avec de l'appréhension aussi de la menace terroriste. Parce que moi, j'ai de cesse de ne répéter, aujourd'hui, elle est où la frontière, elle est où la barrière entre le droit commun, et le terrorisme. Donc là, donc aujourd'hui, le policier, très franchement, il faut se mettre... Je comprends, M. Chenet, votre analyse, elle est on ne peut plus légitime. C'est ma question. Votre question, pardon. Et je la comprends. Sauf à dire qu'aujourd'hui, le policier hier partait en n'ayant pas peur de ne pas rentrer le soir. Aujourd'hui, le policier, dans toutes ses missions du quotidien, part en se disant « Est-ce que je vais rentrer ce soir vivant ?» ou du moins avec l'intégrité de mes moyens physiques. C'est ça l'état d'esprit. Et hier, on est dans un contrôle. Par contre, je voudrais revenir, si vous me permettez, sur les propos de Madame le maire de Nantes. Voilà, elle est dans un discours purement politique. Un seul instant a-t-elle une pensée pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, pour les services de secours qui ont été à l'œuvre toute la nuit? Non. Ça me fait penser tristement, je vous l'ai dit en aparté tout à l'heure, aux propos, sans faire de parallèle, bien évidemment, à l'affaire Théo d'Aulnay-sous-Bois et des propos du monsieur le maire Béchizard à l'époque. On est un peu dans la même stratosphère. Émilie Zapalski, après ce sera la publicité. Oui, moi ce qui me choque un petit peu dans la discussion, c'est qu'on est tout de suite dans l'opposition. On oppose la population qui serait menaçante pour la police, qui accuserait la police. La police dit je suis dans ma défense et je suis obligée de réagir comme ça. Et on a l'impression, hier il y a eu la mission sénatoriale sur les policiers justement, qui dit justement ce malaise. Et on a l'impression qu'il y a un décalage, là je parle en termes d'image justement, moi je suis dans la communication, entre ce que les policiers ont l'impression d'avoir comme image auprès de la population et ce que la population a réellement comme image. Parce que vous parlez de perte de respect, mais c'est pas ce qui ressort. Il y a eu des sondages en 2016, je crois que c'est à peu près les derniers, qui disent que les gens respectent la police, ont une bonne opinion de la police. Donc on a l'impression qu'on est quand même sur des... parfois de la population, dans les cités, c'est ce que voulait dire Monsieur Lefebvre, qui était hostile, disons, à toute représentation de l'État et la police. De la même façon, on met en doute très vite les témoignages de la population. Donc il y a quand même ce décalage de tout de suite trouver un responsable. Je vous propose de continuer la discussion après, parce que il est déjà 9h24. Restez évidemment avec nous et nous poursuivons cette discussion. Ce ne serait pas la loi un petit peu à changer sur les contrôles de police? Parce que dans les années 70-80, je me rappelle, souvent, il y avait pas d'embrasement à l'époque. Mais les voitures qui franchissaient un barrage de police ont tiré dessus. Non, les gendarmes. Oui, les gendarmes, oui, peut-être. Enfin, on n'a pas les mêmes règles. La publicité et nous poursuivons la discussion. À tout de suite. Émilie Zapalski est avec nous ce matin. Vous êtes fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Patrick Chenet, avec le 11 juillet, va sortir Moi et le Tché. On en parlera tout à l'heure. Vous jouez le rôle de Go, 70 ans, un révolutionnaire dans l'âme. Vous êtes toujours révolutionnaire? Je vous ai posé cette question. Oui, mais déjà, je ne sais plus ce que j'ai répondu. Non, je ne suis pas révolutionnaire. C'est le rôle. Oui, c'est le rôle qu'on me prête depuis très souvent. J'ai un profil de révolutionnaire, ce que je ne crois pas être. Enfin, je suis subversif sans le savoir. On me prête des intentions que je n'ai pas forcément, mais que je suis. Des intentions que je suis. C'est pas français, mais je maintiens. Gérard Leclerc est avec nous. Philippe Doucet est arrivé en retard, comme souvent. Philippe Bilger est là, et également. Et nous sommes avec Yves Lefebvre, secrétaire général de l'unité SGP Police. Nous parlons ce matin de sujets extrêmement graves avec ce jeune homme hier qui est mort de 22 ans, qui a été tué par un CRS avec son arme de service. On essayait de comprendre et d'expliquer les conditions. Vous rappeliez que la voiture qu'il conduisait avait reculé et que le CRS avait tiré. Le CRS, il est à combien de mètres du jeune homme? Il est à 2 mètres maximum. Il est à 2 mètres. Il doit prendre en considération l'ouverture de la porte pour ne pas être heurté avec la porte. Donc il est à une distance qui lui permet... La porte était fermée, forcément. La porte était fermée, mais les techniques d'intervention permettent d'appréhender le positionnement, bien évidemment, en cas de marche avant, de marche arrière ou d'ouverture de porte pour ne pas être percuté s'il y a un besoin d'intervention physique, autrement que par l'intervention de l'arme.
vis-à-vis des personnes à l'intérieur du véhicule. Mais, Patrick Chenet, je reprends le mot qu'il utilisait tout à l'heure, il dit on a l'impression qu'il y a eu la gâchette facile, qui est une expression triviale, certes, mais est-ce qu'il peut tirer à un autre endroit que la carotide ? Et parce que c'est un coup mortel, c'est un tir mortel. Monsieur Chenet, d'ailleurs, disait tout à l'heure aussi que dans les années 70, c'est vrai, on pouvait tirer. J'ai bien précisé à ce moment-là, avant qu'on quitte l'antenne, les gendarmes, oui, parce que jusqu'à 2016, les gendarmes avaient des règles de l'usage des armes qui n'étaient pas celles des policiers. Depuis lors, Bernard Cazeneuve, François Hollande ont fait à peu près un alignement, à peu près sur les autres. Tout le monde à peu près aux mêmes règles. Non, là, il est, si vous voulez, le tir. On est dans une situation de stress. On monte l'arme. On tire. Là, on vise. On est dans du tir de riposte. On n'est pas comme dans le cas de figure où une personne va s'éloigner, où là, on a le temps de viser, de porter l'arme à l'épaule, de viser. Là, on sort l'arme, on tire. Voilà. Et ça part, bien évidemment, de par le positionnement du policier, qui est à peu près à la hauteur, de par la hauteur du véhicule. Malheureusement, ce sont les parties hautes qui sont les premières visées. Forcément, beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin sont peut-être étonnés que ce soit des CRS qui étaient en mission dans le quartier du Breil-Malville à Nantes. Pourquoi ce n'étaient pas des policiers ? Vous l'avez dit en début d'émission. Parce qu'il manque de policiers à Nantes, tout simplement. À Nantes comme ailleurs. Il faudrait au moins 50 à 60 policiers supplémentaires à Nantes. On va en avoir une petite vingtaine au 1er septembre. Et ça relève des missions des compagnies républicaines de sécurité qui sont spécialement formées au maintien de l'ordre, mais également, je dirais, au rétablissement de l'ordre public et à travers des missions de sécurisation. Ils sont équipés pour ce faire. Ça rentre dans leurs prérogatives. Gérard Leclerc. Oui, moi, je ne vais pas intervenir sur cette affaire précise, puisque donc il y a deux versions, c'est difficile, je n'ai pas d'informations particulières. Simplement, je regardais les images qu'on va peut-être revoir, là, qui ont été tournées ce matin. Je trouve que c'est vraiment... Alors, vous disiez, c'est pas un quartier spécialement connu comme étant difficile. Non, quoi, Eh bien, malgré ça, vous allez regarder les images, vous voyez qu'il y a des poubelles partout, et que ce quartier ressemble malheureusement à beaucoup de quartiers qu'on a construits dans les années 60. Regardez, vous voyez ce que je vois, hein, je les découvre en même temps que vous, hein, je les ai découverts tout à l'heure, là. Dans les quartiers, dans les années 60-70, des quartiers... Non, mais c'est plutôt agréable, là, pardonnez-moi. Plutôt agréable, c'est pas des immeubles de 50 étages. C'est pas très beau quand même. Bon, ça, c'est après les dégradations. Je les découvre comme vous voulez. Non, mais Gérard, ça, c'est après les dégradations. Non, mais les poubelles qu'on voyait tout à l'heure, c'était pas après les dégradations. Enfin, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est des quartiers qui ressemblent à un quartier qui est quand même, faut le dire, un peu enclavé, assez moche, et semble-t-il, avec ces jeunes qui sont souvent des jeunes désœuvrés, qui ont un vrai problème de relation, pour le moins conflictuel, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la police, où les services publics sans doute ne sont pas très présents, où on a construit des espèces de centres commerciaux épouvantables, etc. Enfin bref, il y a un mode de développement qui a été développé dans ces années-là et qui produit malheureusement ce problème des jeunes dans les quartiers, me semble-t-il. Pour connaître précisément ce quartier de Nantes et qui longe, qui est tout près du parc de Procès, que les Nantais connaissent et qui a un vol d'oiseau à 2 km du centre-ville ou 2 km et demi, vous traversez en toute sécurité ce quartier. Vous avez vu des immeubles qui font 3 ou 4 étages. C'est un quartier qui a été rénové et effectivement, il n'a rien à voir avec certains quartiers extrêmement difficiles qu'on retrouve parfois ou à Paris ou à Lyon, dans un environnement qui est beaucoup plus hostile que celui-là. Il y a des espaces verts de chaque côté de la ville, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En revanche, on peut peut-être écouter les témoignages justement d'habitants de ce quartier. C'est Michael Chailloux qui les a interrogés ce matin, en même temps que le jour se levait. Il découvrait les dégradations. Je savais déjà un petit peu ce qui se passait. Pas ici, parce que j'avais vu Breil, ça avait bougé un petit peu. Malakoff, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ici, ça a bougé comme ça aussi. Un peu choqué, parce que c'est quand même détruire ce qui nous appartient à nous et c'est ce qu'on paye avec les impôts, quoi. Ça me choque un peu, oui. Ouais, la mairie est brûlée, les commerçants sont cassés, et la bibliothèque est détruite. C'est un peu lamentable, quoi. Il faudrait plus de sécurité, je pense, à mon avis. Ça me choque, parce que je suis dans le quartier, je suis de ce bâtiment à côté. Je suis vraiment choqué de voir ça ce matin. Voilà, et on a vu sur ces images, et vous voyez derrière moi un drapeau français qui a été mis à mal et qui jonchait le sol, ce qui allait dans le sens de ce que disait Gérard mis à mal. Et Yves Lefebvre, c'est-à-dire un symbole de la République, effectivement, parce que
comment dire, c'est pour ça, vous disiez Philippe Bilger tout à l'heure, pourquoi s'intéresse-t-on aux faits divers? Parce que souvent ils révèlent une société, et révèlent une société par rapport à les fonctionnaires de police et par rapport à la représentation de l'État. Je suis le premier à l'admettre, les faits divers singuliers, ponctuels, on donne des enseignements sur la société française. Là, je notais que c'est une tragique banalité et répétition. On trouvera toujours le même registre et je vous garantis que dans les jours suivants, il se produira ce que j'ai anticipé aujourd'hui. Moi, je pense, c'est vrai que j'ai pas la même vision de ce quartier qui a l'air quand même assez tranquille, les gens très bien. Par contre, c'est vrai que c'est probablement un signe que ces quartiers quand même manque de services publics, manque de commerce. On a du mal à développer toute cette politique. Des jeunes, etc. Ouais, on a du mal à développer. On l'a bien vu, le rapport Borloo qui a fini par quelques mesures. On a beaucoup de mal à aborder ces quartiers et à les aider parce qu'il faut agir sur le logement, sur l'emploi. Non, mais sauf que ce jeune homme, on ne sait même pas s'il habitait dans ces quartiers. Pardonnez-moi, on dit qu'il est originaire de la région parisienne. Voilà, il est de région parisienne, donc faites attention. Il y a la possibilité de cette violence qui peut arriver et qui heureusement ne s'embrasse pas. C'est la répétition des mêmes causes, entre guillemets, qui produisent les mêmes effets. Et c'est-à-dire que même sans la mort d'un jeune homme tragique, avec une légitime défense ou pas, est-ce que des quartiers peuvent s'embraser? Je dirais pas au moindre prétexte, c'est pas un moindre prétexte, mais pour un autre prétexte où brusquement ça explose. Parce qu'effectivement, là-bas, la vie républicaine, la vie en société n'est pas la même, n'ont pas les mêmes paramètres que les nôtres, n'ont pas les mêmes... Oui, mais ce qui me gêne, Patrick, Émilie, dans ce que vous dites, et très normalement, c'est qu'à chaque fois, on développe la thèse qu'il n'y a pas de service public dans ces endroits, dans ces trois quartiers. On note tout de même que la bibliothèque municipale qui était importante est dévastée. Et on oublie de dire qu'en réalité, cette affaire, aussi tragique qu'elle soit, s'explique d'abord par un dysfonctionnement qui résulte d'une volonté de ne pas respecter l'autorité policière. Qui a toujours existé, Philippe Bilger. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui refusent d'obtempérer aux policiers. Mais ce qui a changé, Pascal, c'est le fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une tragédie de ce type, eh bien, on peut être sûr que sa périphérie politique et médiatique va accabler peu ou prou la police. Et qu'on oublie que le drame... C'est pas le sens de notre émission ce qu'on matin. oublie que le drame, en France, c'est que, je le répète, la loi n'est pas une garantie, mais perçue par certains comme une menace. Et que l'autorité politique, malheureusement, est beaucoup trop démagogique. Moi, j'ai l'impression qu'on développe quand même cette idée qu'on est contre la police d'office, et je suis pas d'accord, parce que j'ai pas l'impression que les Français partagent ça partout et dans n'importe quel Mais je parle des quartiers, niveau social, des cités et des filles. Non, ce dont vous parlez de quelques-uns. On a dit tout à l'heure, il était peut-être même pas de ce quartier. Regardez, les Français, ils n'aiment la police qu'après les actes terroristes. La plupart du temps, dès qu'on... Non. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Mais non, Émilie, les Français ont quand même une bonne opinion de la police. ils aiment la police lorsqu'ils n'ont pas besoin d'elle. Et la vie, tu perds. Voilà. Non, mais ce qui est exact, c'est qu'il y a une récupération. Ce qui est exact, c'est qu'il y a parfois une récupération politique et démagogique de certains hommes politiques après des incidents de ce type qui veulent s'en servir pour rapporter des voix de quartiers difficiles. Ça, c'est vrai. L'autorité de l'État n'existe pas. Elle existe. L'autorité de l'État, elle n'existe pas. Et je vous garantis que les réactions qui vont venir montrera encore une fois de la démagogie. Ce qui symbolise la démagogie, répétons-le, c'est des récupérations politiques symbolisées ô combien par François Hollande quand il était allé sans savoir comment l'enquête pourrait se conclure au chevet de Théo. Il ne savait rien, il y est allé. Et c'était un signe politique. Voilà, ça, là, vous avez 100% raison. Parce que c'est une manière de récupérer un électorat. Vous avez raison. Pas seulement, Pascal. Moi, je parle des règles. Il y en a d'autres aussi. Oui, non, je cite ça à dessein parce que c'était le président de la République qui était allé au chevet de Théo alors que l'enquête, c'était le lendemain. Il avait ôté voir voilà. Battisti. On savait. Oui, alors Battisti, c'est... Oui, c'est autre chose.
je serais intarissable là-dessus. C'est autre chose, bien évidemment. Qui ça Cesare Battisti, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais, il jouait à l'OGC Nice et Diego. Non, mais il y a effectivement, pour les grands malfaiteurs parfois, une forme, et d'ailleurs c'est reproché à une forme d'intelligentsia, de soutenir, on l'a vu d'ailleurs avec Béatrice Dalle, avec qui vous avez joué hier, qui a soutenu Redouane Faïd, en disant toute la France est avec toi. Elle adore les prisonniers les mauvais garçons. En cellule de prioritaire, en quartier de sécurité. Elle adore ça, Béatrice. Je suis d'accord avec vous, qui est une actrice merveilleuse, mais c'est vrai que là, on a envie de lui dire, Redouane Faïd, c'est quand même quelqu'un qui est à l'origine de la mort d'Aurélie Fouquet, même s'il n'a pas été condamné pour ça, et je le précise. Heureusement, Dominique Besnéard lui a dit, Pascal. Il l'a engueulé. Il a très fortement. Bien fait. Et elle s'est excusée au micro d'RTL. Est-ce que nous sommes en direct de Nantes? Pas encore. Nous devrions être en direct avec Thierry Spitz du syndicat Alliance Nantes. Écoutez, en attendant peut-être qu'il intervienne, on pouvait passer sur le deuxième sujet du jour, qui est le sujet Redouane Faïd, puisque la cavale se poursuit manifestement, et Nicole Belloubet a été mise en cause. Donc ça intéresse sans doute l'ancien magistrat honoraire que vous êtes, et la question lui a été posée, est-ce que vous devez démissionner? C'est Elisabeth Martichoux d'RTL qui lui pose la question ce matin. Nicole Belloubet, allez-vous démissionner? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment pas le bon moment. Nous sommes face à une situation qui est grave. Je crois qu'une évasion hors norme comme celle qui s'est produite, c'est un événement grave. Il faut réagir non pas avec des postures comme je peux l'entendre parfois, mais au contraire avec calme et avec fermeté. C'est ce que j'essaie de faire. Le calme, c'est la mission d'inspection qui a été lancée. La fermeté, ce seront les réponses qui devront être prises, y compris, je l'ai dit, en termes de sanctions, si cela est nécessaire. Est-ce que le magistrat honoraire que vous êtes réclame la démission du ministre de la Justice lorsqu'un évadé quitte une prison? Lorsqu'un prisonnier quitte une prison? Si Nicole Belloubet démissionnait, la justice n'irait pas forcément plus mal. Mais en réalité... Pourquoi? Bon, elle est tout à fait estimable, mais je n'ai pas l'impression qu'aussi bien elle que le président de la République soit obsédé par ces problèmes qui préoccupent les Français. Mais je trouve grotesque de demander la démission de cette garde des Sceaux. Le Rassemblement national en permanence demande la démission des ministres dès qu'il y a un pépin. Donc là, mais en revanche, il s'est passé des choses troublantes et préoccupantes au sein de cette prison et qui ont permis à ce type dont vous avez rappelé qu'il est un criminel qui a participé à une entreprise dans laquelle une policière municipale a trouvé la mort. Il a réussi à s'évader avec une organisation impeccable et qui... et ce même Redouane Faïd, c'est ce qui me scandalise, lorsqu'il a écrit un livre avec un journaliste, a bénéficié d'un ensemble médiatique hallucinant. Et on l'a écouté comme s'il disait la vérité. J'ai compris. Il était repenti. Donc ça pouvait... Non mais vous êtes... ça pouvait être intéressant comme témoignage. C'était comme on dit un bon client, c'est-à-dire les médias... mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'être intelligent et un peu psychologue? Et lorsqu'on on fait de la télé, c'est les médias n'ont aucun état d'âme. Lorsqu'on entend un Redouane Faïd vous dire à l'époque, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais vous ne croyez pas au rachat humain? Vous pensez pas dans cette catégorie de criminalité. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous pensez et ça c'est votre expérience peut-être qui parle, qu'à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage de la criminalité, on ne revient pas en arrière. Non, mais je pense, pardon de faire référence à une expérience personnelle. J'ai eu la chance judiciaire d'être confronté à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé sur le plan judiciaire, entendons-nous, Antonio Ferrara. Et je voyais un homme qui, dans la criminalité médiocre d'aujourd'hui, avait une certaine vivacité intellectuelle. Et à un moment donné, je lui dis, mais avec vos talents, vos vertus, vos dons, vous n'auriez pas envie d'aller du bon côté de la vie? Et il m'a répondu avec un adorable sourire qui ne se moquait pas de moi, mais qui avait l'air de dire, vous êtes bien naïf, mais pourquoi
puisque je gagne 110 000 fois le SMIC avec mes attaques de fourgons blindés. J'appréciais chez lui qu'il ne sorte pas cette antienne. Quand je serai sorti, je deviendrai un honnête homme. Pas du tout. Non, mais vous n'y croyez pas. Vous êtes pessimiste peut-être sur la nature humaine. Mais pour cette petite catégorie, Pascal. Oui, non, j'ai bien compris. C'est pour cette petite catégorie de grands braqueurs. Vous pensez que grands braqueurs il n'y a pas de rachat possible. On se range jamais des voitures. Pour cela, sauf dans les films. C'est quand même compliqué de faire une distinction dans cette population. Mais bon, il y a quand même des gens qui se rangeaient des voitures. Si, il y a un trait. Mais vous savez qu'il y a un film comme ça qui est Deux hommes dans la ville, où Michel Bouquet, le commissaire Guatreau, je crois, poursuit Alain Delon, qui avait pris 10 ans une fois et puis 15 ans de prison, et parce qu'il est persuadé qu'il va rechuter. C'est Javert. C'est Javert, c'est exactement ça. Et c'est Michel Bouquet qui est exceptionnel dans le film. C'est un film de José Giovanni d'ailleurs, dont on a appris après. À l'époque, on ne le savait pas dans les années 70 que José Giovanni avait un passé particulier. On ne le savait pas de la même manière, j'ai l'impression. On savait qu'il avait été criminel, mais on ne savait pas qu'il avait été... Il a fait beaucoup de prison. Oui, mais on le savait, mais on ne savait pas qu'il avait été... à ce point-là. J'allais dire pro-nazi, mais il avait été collabo à ce point. Bon. Collabo c'est ça, José Giovanni. C'est ce qui pousse aussi certains ex-directeurs de prison à dire qu'il faudrait des traitements différents entre ceux qui peuvent se réinsérer et ceux qui ne veulent pas du tout. Mais comment faire la distinction déjà, elle est très simple, Émilie, de mon point de vue, mais c'est un point de vue totalement solitaire. Une différence radicale entre ceux qui ont tué et ceux qui commettent... Même là, la règle n'est pas aussi absolue que ça. Il y a un exemple que, je ne sais pas si vous vous souvenez, de quelqu'un qui s'appelait, je ne sais pas s'il faut, d'ailleurs c'est toujours en eux, est-ce qu'il faut en reparler, qui s'appelait Philippe Maurice, qui avait été le dernier condamné à mort. Qui a failli être condamné, qui a été condamné à mort, qui n'a pas été exécuté parce qu'on a supprimé la peine de mort, et qui depuis est devenu un professeur d'histoire de très très haut niveau. Donc ce qui prouve bien, là dans tout y était, il a essayé de... Il a tué, il était un assassin, etc. Et finalement aujourd'hui, c'est un des plus brillants médiévistes de France. Donc, c'est un des plus brillants médiévistes. Non, c'est vrai. Oui, il était professeur à la Sorbonne, etc. Il faudrait l'inviter sur le plateau. Je ne sais pas s'il parle. Mais je crois que lui, justement, il ne se montre pas, il ne fait pas spécialement. Mais voilà, comme quoi. Même dans les cas. Je vous propose d'écouter simplement le témoignage chez RTL qu'il a obtenu, le témoignage du pilote qui effectivement a été pris par les complices de Redouane Faïd. C'était presque la deuxième ou la troisième fois que je les voyais. Donc c'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils et qui venait pour la deuxième fois faire un baptême. Et voilà, ils m'ont contraint et prévenu que ma famille était en danger, quoi. Je me rendais pas compte et j'étais peut-être sous le choc, mais dans la tension. Je n'avais pas de réaction, si vous voulez, tremblante. Ce matin, le stress est beaucoup plus fort qu'hier et avant-hier. Stéphane Buy, évidemment, qui a été traumatisé, et chacun peut avoir de la compassion pour lui et imaginer les minutes qu'il a vécues qui ne s'effaceront jamais. Redouane Faïd, la traque continue, on n'a pas d'informations sur... Non, la traque continue avec toujours autant de moyens. Quand on dit autant de moyens, d'ailleurs, j'ai posé déjà cette question hier, ça veut dire quoi concrètement? Et qu'on mobilise un maximum de services spécialisés, en l'occurrence là, de la Direction centrale de la police judiciaire, que les effectifs des brigades de recherche et d'intervention, les fameuses BRI, je ne parle pas de la BRI Paris, on parle des BRI PJ, sont bien évidemment quasiment toutes monopolisées pour ça. Et aujourd'hui, il y a, on va dire, un fil conducteur. Il faut interpeller le plus vite possible. Par contre, le plus vite possible risque de durer avec ce genre d'individu. La dernière fois, il a été repris au bout d'un mois ou 2 mois. Ça dépend des... Employer un peu un mot, ça dépend des tontons qui sont sur l'affaire. Les tontons, c'est les indiques. Les indiques, voilà, tout dépend des infos qu'on va avoir. Si on a de bonnes remontées ou pas de bonnes remontées, ça dépend. Il faut avoir un bon maillage. Il suffit, à un moment donné, c'est une ficelle qu'il faut tirer, et là on peut arriver à ce qu'on recherche un individu. C'est un peu un coup de bol quand même. Ouais, il y a du bol, bien évidemment, il y a du bol. On marque une page de publicité, on revient sur les violences urbaines de Nantes, on revient également sur Redouane Faïd après. Il y avait beaucoup d'autres sujets dont on voulait parler ce matin. On aurait aimé parler des boucheries qui sont attaquées. Vous aimez la viande, Patrick Fener? C'est dingue.
Je vous assure qu'on ne pourra plus manger de côte de bœuf. Ah mais je sais, ça va être horrible. Non, mais en bas de chez moi, j'habite au-dessus d'un boucher, moi, c'est boulevard Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai vu 200 personnes avec des photos. Je ne sais pas à quoi ça correspondait. J'ai fait le lien au bout d'un moment. On en parlera après la publicité, comme on parlera de votre fille, et on parlera de foot. Également, moi je suis en colère. Ah là oui, je suis en colère si on peut plus manger de viande. Enfin, les véganes sont complètement... Pas les véganes, mais certains en tout cas qui sont en train d'attaquer les boucheries. Vive la boucherie française. Voilà, à tout de suite. J'étais en colère à cause du foot. Au revoir.